Bonjour, ici Max Piccinini, auteur best-seller, fondateur de Réussite Max. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Rivière. Bonjour, bienvenue à toi. Salut Max. Alors Adrien est un spécialiste de la prise de parole en public. Donc tu accompagnes et tu es vraiment un expert où ce sont les dirigeants particulièrement à améliorer leur storytelling, n'est-ce pas, leur prise de parole en public. Souvent ça peut faire un peu peur. Donc génial, merci déjà de te libérer. Et merci à toi pour l'invitation. On va parler de ton livre dans un instant, qui est L'homme est un conteur d'histoire. Absolument. Parce que plus j'avance, moi qui suis un speaker et coach, plus je me rends compte à quel point le storytelling, le conteur est important, parce que depuis tout petit on a ça. Donc rapidement déjà, dis-nous un petit peu, qui es-tu, d'où viens-tu, Adrien? Écoute, ravi d'être là encore une fois. J'ai 28 ans et j'ai découvert finalement la prise de parole en public un peu sur le tard. Ok. Ouais, c'était à la sortie du lycée finalement. C'est souvent on commence par le théâtre, ou on commence par le chant, ou on a un attrait particulier pour ça, mais jusqu'au lycée, rien du tout. Ok, donc t'as pas grandi, t'as pas des gens qui t'ont dit J'ai pas, ouais, faut raconter des non, histoires. ouais, exactement. En fait, j'ai pas de gens qui m'ont dit faut raconter des histoires. J'ai même pas des parents qui m'ont dit il faut lire beaucoup de la fiction ou des histoires. Voilà. Et personne m'a dit d'ailleurs t'es très bon à l'oral. Enfin, c'est-à-dire que ça m'est pas tombé dessus quoi. C'est-à-dire que je l'ai pas détecté jeune. C'est assez marrant. D'accord. Parce que finalement la plupart c'est souvent un talent, tu vois, assez inné. Tu prends la parole, on te le dit, donc du coup t'es à l'aise. Confiance, voilà. C'est ça. Ouais, et tu vois, à l'école, on a tous eu des camarades, des amis, des copains, des copines qui étaient à l'aise pour prendre la parole. Ils lèvent le doigt, ils parlent longtemps, etc. On est là derrière. Voilà, exactement. Et ben moi, j'étais ni mauvais, mais j'étais pas non plus… neutre quoi. Ouais, neutre. Pas de talent particulier. Ouais, exactement. Pas de talent particulier. Et puis finalement, c'est dans mes études supérieures où je fais une école de commerce, mais j'ai découvert la prise de parole via en fait des entretiens, des interviews avec des personnalités. Il y avait une association qui organisait ça. Donc on invitait un homme, une femme politique, un chef d'entreprise, un entrepreneur, une entrepreneur. Et puis finalement j'ai découvert l'interview, ce qu'on est en train de faire là, Oui. l'interaction, le dialogue. Par ton école de commerce? Ouais, C'est ça. c'était une association dans l'école de commerce. Et puis finalement j'ai découvert ça. Et puis petit à petit j'ai appris à faire. Ça m'a intéressé. J'adorais être devant un public, essayer de prendre la parole, de rendre les choses pédagogiques, claires, etc. Et puis, petit à petit, c'est devenu une passion. Et là, j'ai lu, j'ai pratiqué. Je fais dévorer tout voilà, ce que tu voulais. exactement. Et après, concours d'éloquence, plein d'associations autour de la parole, du débat, du dialogue, des histoires. Et finalement, pendant mon école de commerce, en vrai, j'ai appris des choses évidemment en cours, mais j'ai aussi dédié beaucoup d'énergie à tout ce que je pouvais construire autour de la parole. Ok, et donc pourquoi c'est important déjà? Parce qu'il y a beaucoup de ça qu'en France et aux États-Unis, moi j'ai vécu un an aux États-Unis, je vois beaucoup, j'ai l'impression qu'ils sont innés, mais en fait c'est parce qu'ils apprennent. C'est vrai qu'en France on peut être pas très rationnel, très intellectuel, et on va parler de ça à quel point les histoires sont importantes parce que d'un coup ça connecte au cœur, à l'émotion. Donc déjà pourquoi c'est important de savoir bien parler en public? En quoi ça peut aider dans la vie d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou de qui que ce soit en fait? En fait, j'en ai fait mon métier après, c'est-à-dire qu'en sortant de mon école de commerce, je me suis dit comment je peux aider le maximum de personnes à prendre la parole en public et donc répondre à la question en fait que c'est essentiel parce que c'est partout, pour tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a bien une chose, c'est-à-dire que même écrire, là on voit les idées, mais la parole. Toi, c'est le premier truc. C'est un bébé. En une, deux exactement. secondes. En une phrase, boum, il y a tout quoi. Il y a tellement de choses. Tellement de choses. Déjà avec la posture et en plus on ouvre sa bouche et on entend tellement de choses, que ce soit par téléphone. Et voilà, on parle à sa famille, on essaye de convaincre ses amis. En entreprise, il y a des entretiens, la motivation, fédérer autour de soi, construire un projet, l'expliquer, être clair, toucher la personne. C'est partout. Donc en fait, savoir parler en public, c'est une sorte d'influence positive en quelque sorte. C'est une influence positive, puis c'est le premier véhicule de communication. En fait, avant même d'écrire, etc. En fait, le premier véhicule, celui que tout le monde va utiliser, c'est la parole en réalité. Et donc moi, ce qui me fascine, c'est comment je peux aider les gens à être plus clairs, plus structurés, à formuler de la meilleure des manières ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, ce que tu fais aussi dans plein de cas, parce qu'on se rend compte que c'est hyper important. Pour avancer dans sa vie, pour être bien avec soi. Et encore une fois, c'est à l'échelle de son entreprise, mais aussi de sa famille. Savoir communiquer avec ses enfants, son mari, son conjoint, ça va un peu moins bien. On met les choses sur la table, on discute. C'est partout. Et donc ça, c'est fondamental. Et en fait, c'est ça qui est fascinant. En fait, c'est ça avec la parole, c'est que c'est vraiment
universel, quasiment universel, à part exception, mais quasiment universel. Donc du coup, c'est un objet du quotidien, quoi. Alors, et puis on sent que tu es passionné. Et donc, typiquement, depuis que tu es passionné, tu as commencé à avoir des gens qui commencent à venir vers toi. Et donc, on va parler de ton livre dans un instant, mais donc clairement déjà, quelles seraient les erreurs majeures que tu vois quand les gens parlent en public? Quel est le classique que tu vois? Qu'est-ce que tu vois régulièrement quand tu accompagnes des personnes qui veulent améliorer leur qualité? Ouais, il y a plein d'erreurs. Ouais, il y a plein d'erreurs et il y a plein effectivement de. En fait, c'est quelque chose, comme tu l'as dit au tout début, qui fait souvent peur. C'est-à-dire que souvent, la première erreur, en fait, c'est que parler en public, on se recentre sur soi et on se renferme. En fait. C'est ça. Tu vois, page blanche. Ouais, exactement. Ça. Regard des autres, page blanche. Je vais avoir un blanc. Je vais paniquer. Tu vois. Et donc, d'un coup, on est submergé de plein de choses. Parce qu'effectivement, prendre la parole, c'est la gestuelle. Moi, je bouge mes bras, modulation de la voix. Là, je viens de poser ma voix, ralentir mon débit, et puis je dis quelque chose. Donc, il y a beaucoup de choses. Et la première erreur, c'est d'essayer, voilà, c'est pas de prendre la vague et puis de se noyer en disant mais qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire, on va me regarder, je vais être stressé, je vais être là, mais comment ça va être. C'est surtout la gestion émotionnelle. Donc la première chose, voilà, c'est déjà finalement de bien poser le cadre de ok, qui je vais avoir en face de moi. Quelle va être cette audience, qu'est-ce qu'il veut connaître bien son audience. Connaître bien son audience, tu vois. On parle de quelque chose alors que même la sémantique parfois exactement. Si on parle à des médecins, on va parler autrement, des jeunes de 22 ans ou des jeunes de 14 ans. Et puis on parle d'une manière totalement différente à son mari ou sa femme et ses enfants qu'à son boss. Donc c'est adapter sa communication. Ouais, adapter. Donc la première question, moi que je propose souvent, c'est finalement c'est quoi le contexte et c'est quoi l'audience. Qui on s'adresse, quel est le contexte. Au lieu de se renfermer sur soi et d'essayer de chercher la perfection, mais que avec soi-même, la prise de parole en public, c'est un médium. Donc c'est un moyen de connecter aux autres. C'est ça. C'est dirigé vers les autres. Moi, j'ai souvent beaucoup de gens viennent vers moi et me disent mais Max, comment tu fais pour pas être stressé quand tu montes sur ça, on a tous cette excitation, c'est jamais le stress zéro. Mais moi, une grande chose que je dis, et je pense que tu vas confirmer ça, c'est parce que je me dirige vers les autres. Exactement. Je me dis qu'est-ce que je vais leur donner, et si je me focalise sur qu'est-ce que les gens vont penser, moi je suis foutu. Et puis tu as un effet. Ouais, exactement, toujours. Et tu connais cet effet-là mieux que personne, mais plus tu donnes en énergie, en dynamisme, en ouverture, etc., plus tu reçois. Au centuple. Parce que c'est une boucle en fait. Et si on commence à se dire, ok, je vais rater, ça va être stressant, je vais avoir un blanc, c'est la panique, mais en fait l'image immédiate pour l'audience, c'est qu'elle aussi, elle va se renfermer. Elle va avoir pitié, elle va se dire oh, vivement que ça se termine pour lui parce que vraiment c'est dur. Et en fait, c'est des boucles. C'est des boucles quoi. Et donc la première chose, c'est que j'essaye de décentrer en disant ok, c'est pas forcément toi le problème, il faut pas se mettre tout ce poids-là sur tes épaules. D'abord, réfléchissons contexte, pourquoi tu prends la parole, dans quel format, où on est, etc. Et puis, quelle est l'audience à qui tu vas t'adresser. Et en vrai, dans la majorité des cas, les gens ils sont bienveillants. Enfin, à part, il y a des fois où c'est un peu hostile, mais dans la majorité des cas, tout le monde est prêt à écouter. Exactement, à apprendre des choses, à interagir, à partager. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, il y a plein d'autres éléments. Il y a, si on sépare, grossièrement, il y a le langage non-verbal et paraverbal. Donc là, qu'est-ce que tu entends par non-verbal et paraverbal? Donc non-verbal et paraverbal, ça va être tout ce qui va être de l'ordre du regard, de la gestuelle, de la voix, du corps, de sa posture. Et donc là, je me tiens droit, on se tient tous les deux droits, on utilise nos mains. Bon, bah si d'un coup je m'avachis et je croise les bras et puis voilà, je suis un peu renfermé, voilà, l'entretien n'a plus rien à voir. Il n'y a plus rien à voir parce que. Donc ça c'est le pas. Comment tu appelles ça le. Ça c'est le non-verbal. Ça c'est non-verbal. Ça c'est tout ce qui sans même que je dise un mot. C'est ça. Voilà. C'est la gestuelle. Je reste comme ça et voilà. Et là on est capable de détecter des choses quoi. Et ça c'est hyper important. Alors évidemment ça se travaille avec le contenu, mais ça fait partie de l'image qu'on renvoie et de la même manière que si on se tient droit, si le haut du corps est animé, qu'on est content d'être là, qu'on sourit, qu'on est engagé. Dans la majorité des cas, la réponse sera à hauteur de ce qu'on donne. Et puis bien sûr, c'est la pratique au début. Et c'est voilà. Et c'est la pratique. Moi, je m'en rappelle le premier speech, c'était une catastrophe. Bien sûr. 6 personnes, je suis devenu vert, jaune, bleu. Mais oui, mais bien sûr. 2000 personnes, mais exactement. sans aucun problème. Quoi. Et ça, c'est un point important que tu soulignes, c'est que souvent les gens, pour la prise de parole en public, ils se disent soit j'ai un talent inné là-dedans, espèce de gêne de la prise de parole en public. Tu peux parler en public, c'est ça. Oui, c'est vrai pour certains, il y en a qui sont très bons naturellement. Mais comme certains sont très bons pour courir le 100 mètres ou jouer du piano. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Mais c'est l'exception. Dans 99% des cas, c'est
une compétence qui s'apprend. Donc c'est la pratique. Voilà. Donc, plus on en fait, plus voilà, on est à l'aise, exactement. plus on apprend. Donc la première fois c'est nul, la deuxième fois c'est un peu moins nul, et puis au bout de la 100e, 1000e fois, plus on veut prendre la parole et plus on y va, plus on est préparé et plus on est à l'aise, quoi. Donc c'est quelque chose qui se travaille. Donc ça c'est hyper important, la pratique. Donc le non-verbal bien sûr, et puis aussi le contenu, ce qu'on veut dire, ses idées, ce qu'on veut porter. Qui est un autre travail que tu connais aussi, c'est-à-dire finalement c'est quoi moi ce qui est important dans ma vie, c'est quoi mes grandes convictions, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi message, voilà, c'est ça, c'est voilà le message clair, comment je l'organise pour qu'il ait le plus d'impact possible, pour qu'il touche la personne. Et c'est là qu'on peut utiliser par exemple des histoires pour toucher la personne directement. Et donc ça c'est très important. C'était aussi évidemment il y a beaucoup qui reposent sur finalement la pertinence de ce qu'on partage. Parce que ça a une valeur évidemment, hein, c'est la monnaie qu'on est en train de partager par la parole, et donc ça c'est réfléchir à ce qu'on veut dire, comment on veut le dire, et ça c'est essentiel. Parce que je vois souvent, particulièrement en France, c'est ces discours tellement intellectuels, on va revenir sur les histoires, et rationnels, et puis on s'endort quoi. Et donc quelles seraient les clés justement pour dynamiser, pour passer un message? Donc je pense déjà à la clarté, parce que j'avais tendance à faire, il y a une expression en anglais qui dit « if you try to squeeze too many things in, you squeeze people out ». Ça veut dire, c'est de mettre trop de choses, on dit, en 20 minutes, c'est de dire 40 trucs. Ouais. En fait, tu fais péter les plombs les gens, donc on va te dire moins de choses, mais les dire impactantes, donc que ce soit très clair. Et donc, comment rendre plus vivant, comment donner envie? Est-ce qu'on y va avec juste des statistiques? Est-ce qu'on y va? Je pense que les statistiques peuvent être intéressantes, pas vrai? Mais si c'est trop rationnel, on a tendance à s'endormir. C'est la clé. Il y a plusieurs choses. La première chose, comme tu le dis, c'est effectivement pour avoir un message percutant ou des messages percutants, c'est un travail de préparation et de structuration. C'est-à-dire qu'il faut être hyper clair dans les étapes qu'on va suivre. Et si on veut capter l'attention directement, ça veut dire que pour le faire, ça ne va pas venir comme ça. C'est-à-dire que ça ne va pas tomber du ciel. C'est ça, c'est pas on s'improvise quoi. Voilà. On se prépare. Encore une fois, on sait quel chiffre on va lancer en premier. Si on donne une image sur un écran, on sait c'est quelle image. Si on raconte une histoire, on a travaillé son histoire. Voilà, il y a 3 semaines. On est préparé. Voilà, on est préparé. Et cette préparation-là, elle aide à avoir de l'impact, forcément. Parce qu'on a répété, parce qu'on sait quel élément va venir à tel moment, donc on crée. C'est comme dans un film, hein. Le réalisateur, il vous crée des moments de surprise, il attrape vos attentions. Et il l'avait pas fait par hasard. Mais voilà, préparé. Il s'est pas dit à un moment donné, ah bah tiens, ça marche bien, ça tombe. Non, on va le mettre là. Voilà. Non. Tout est préparé, tout est écrit, donc ça c'est hyper important. Et puis après, ce que tu mentionnes aussi, c'est l'idée en fait, pour moi, c'est vraiment une balance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des chiffres, il faut évidemment qu'il y ait des références intellectuelles, pourquoi pas, enfin des choses très factuelles, très bien, c'est parfait. Ça va donner du corps à ce que vous dites, ça va vous ressembler, ça va, par exemple, si vous êtes en entreprise, ça vous aide à faire avancer un projet. Une initiative, à mettre au clair, je sais pas, un business plan que vous avez pour vous d'ailleurs, ou même pour votre organisation, que sais-je. Mais c'est aussi effectivement savoir alterner avec des choses qui peut-être sont plus émotionnelles ou permettent de plus s'engager soi-même. Moi, Adrien, toi, Max et moi, on raconte pas les mêmes histoires. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même expertise, on n'a pas le même âge, on vient pas du même monde, et tant mieux. Et donc ça rend la chose vivante, exactement. authentique. Donc tu parlais de dynamique, etc. Moi, je crois beaucoup, enfin une de mes convictions, c'est que il faut pas vouloir ressembler à un orateur. Souvent, on dit voilà, Fabrice Lucchini, incroyable, Barack Obama, incroyable, Steve Jobs, mais en fait, oui, très bien, et c'est vrai, et il y a plein de choses à prendre. C'est ça, on peut modéliser voilà. plein de choses. Mais en revanche, vous avez tous une énergie, tous une manière de faire, et un style, et donc une personnalité. Et moi, ce qui m'intéresse quand j'accompagne les gens que j'accompagne au quotidien, c'est surtout de toucher ça du doigt. Et certains d'entre eux vont être hyper dans l'émotion. Ils adorent raconter des histoires. Donc ça, c'est leur force, voilà. On construit dessus. Donc on construit dessus, on y va, et c'est bien de le savoir. Et peut-être que moi, mon travail, ça va être de dire, ok, t'es super fort là-dedans, mais maintenant, hop, est-ce qu'on peut pas rajouter… Voilà, exactement. Et puis l'inverse, il y a des gens qui sont super factuels, analytiques, mais c'est chiant, quoi. C'est-à-dire que, voilà, c'est difficile pour capter l'attention, la maintenir, donc hop, on va essayer de moduler. Et puis c'est ça qu'on essaye de travailler, tout en respectant donc la personnalité et le style de l'orateur et de l'oratrice. Parce que c'est pas des maths, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que c'est des mathématiques, il n'y a pas une bonne solution, une bonne méthode. Il y a plein de choses à prendre, et puis après c'est de l'adaptation et de l'appropriation pour devenir la meilleure version de soi-même quand on prend la parole. C'est un peu ça l'objectif. Donc très intéressant tout ça. Écoute, parle-nous un petit peu du pouvoir de raconter des histoires. Parce que tu as quand même ton livre qui s'appelle « L'homme est un conteur d'histoires » que je vous recommande fortement de lire. Moi,
vais me précipiter à le lire et ça se voit que ça a l'air. Il y a beaucoup de choses. Donc, je vois que tu as mis ton âme dedans. Ouais. Donc, L'homme est un conteur d'histoire, c'est de Marabout, c'est ça? Ouais, Marabout chez Hachette. Adrien Rivière ouais, avec absolument. 2 R, on est Ouais, d'accord. Donc, absolument. parle un petit peu, qu'est-ce que tu veux dire par ce livre? Ouais. L'homme est un conteur d'histoire et pourquoi les histoires sont si puissantes? Ouais. En fait, la première intuition, c'est qu'on raconte des histoires tous les jours. Vous rentrez du boulot, vous vous êtes engueulé avec votre conjoint, j'en sais rien, ça va faire une histoire. C'est-à-dire que... Oui, mon boss a fait ceci. Voilà, exactement. Tu sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui en venant ici et en fait on lance dans une histoire. On s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte. Ouais. En fait, c'est le premier moyen qu'a eu l'homme de communiquer. C'est-à-dire que effectivement, l'homme, et c'est le seul animal sur Terre, à raconter des histoires. En fait, on peut dire que le chien communique, que les arbres communiquent entre eux, très bien, mais ils racontent pas d'histoire. C'est ça. Donc moi, c'est pour ça que l'homme est un conteur d'histoire, c'est vraiment au sens plein du terme. C'est-à-dire qu'on est les seuls sur Terre, hommes et femmes, à raconter des histoires. Ça a commencé autour du coin du feu. Ouais, exactement. Exactement. Ça, Et on a commencé en fait finalement à se raconter des histoires parce qu'on s'est rendu compte que c'était le meilleur moyen finalement, enfin c'était déjà le moyen le plus naturel pour nous de raconter quelque chose, plutôt que d'un point de vue analytique avec des chiffres et des listes, ça n'arrive pas. Donc en fait c'est naturel chez nous, en fait on s'endort avec des histoires quand nos parents nous en lisaient, quand on est petit, si vous avez des enfants, vous voyez très bien comment ils racontent des histoires. Ils racontent des histoires, voilà. En fait notre cerveau est fait vraiment pour capter des histoires. Exactement. Donc on sait effectivement, en tout cas il y a plein de recherches qui sont menées, qui sont là-dedans et qui montrent que finalement les histoires c'est un super véhicule pour partager une connaissance, fédérer autour de soi, partager, échanger. En fait. Et on les retient. Plein d'émotions. Exactement. Parce que après, il y a plein de choses dans ce livre, et notamment le fait, tu as raison, qu'une histoire, on retient beaucoup mieux les choses à travers une histoire. C'est-à-dire que si je te donne un chiffre ou un concept abstrait, tu dois faire un vrai effort pour essayer de le retenir. Donne-moi un exemple. Par exemple, si je te donne un exemple sur un chiffre comme 32%, et je dis n'importe quoi, hein, mais en France, en moyenne, les Français ne sauvegardent que, je sais pas moi, 32% des vêtements qu'ils achètent. Okay. Bon, peut-être que tu vas le retenir quelques jours, mais il faut faire un effort, tu vois. Yes. Alors que si je te donne une image très claire, du type, 32% en fait c'est 1 sur 3, on est d'accord? Ouais. C'est environ un tiers. Yes. En fait, les 3 prochains articles que tu vas acheter, par exemple les 3 prochaines chemises que tu vas acheter, en fait, il y en a 1 sur 3 que tu vas conserver et les autres, tu vas les foutre à la poubelle. Bon, c'est une petite histoire, tu vois. C'est une anecdote. Voilà, c'est une analogie. Mais c'est le début d'une histoire, tu vois. C'est le début d'une histoire. Et ça me parle beaucoup plus. Voilà, il y a eu un individu qui est rentré et il se dit, maintenant, ok, si j'achète 3 fois la chemise, finalement, je sais que en fait, la seule que je vais conserver, c'est peut-être celle-ci. En fait, c'est déjà une manière de mettre de l'émotion, de visualiser quelque chose. C'est ça, l'esprit peut mieux le retenir. Exactement. Je donne souvent l'exemple, par exemple, à mon parle un monde, quand je faisais mes premiers séminaires, je parlais de persévérance. Ouais. Et je voyais très bien que ça rentrait là, ça sortait là. Et moi, je commence à raconter l'histoire d'Arnold Schwarzenegger. Et d'un coup, les gens retiennent parce qu'à quel point il a persévéré pour devenir l'histoire du. Et d'un coup, les gens retiennent c'est quoi la persévérance, de dire il faut être persévérant dans la vie. Ok, très bien, mais ça c'est abstrait, c'est un concept. En revanche, et toute histoire, vous les connaissez, hein, il y a des romans, il y a des séries TV, il y a des films, on fait que ça. En fait, à chaque fois, il y a un héros, ton Arnold Schwarzenegger, qui incarne quelque chose. Et qui a des difficultés. Voilà, la persévérance, le courage, l'amour, la mort, etc. En fait, c'est tout le temps le même thème qui est traité. Mais il y a un héros, il y a des problèmes, il doit surmonter des obstacles, il doit trouver des alliés, il doit se battre contre des ennemis. Et ça, c'est des dynamiques que l'on retient aussi de manière beaucoup plus simple, parce que en fait, la clé d'un point de vue cognitif, c'est que c'est concret. Plus quelque chose est concret, plus on est à même de le retenir. Et ça, c'est un truc qui est hyper puissant. Donc, plus ça parle aux gens et c'est concret, parce que par exemple, c'est ancré dans leur quotidien, dans ce qu'ils vivent, vous êtes quasiment sûr qu'ils vont le retenir de manière beaucoup plus efficace. Et donc ça s'apprend. Et ça s'apprend, ouais, bien sûr. Ouais, exactement. Parce que c'est dur de raconter une bonne histoire. Autrement, tout le monde raconterait des super histoires. Mais... On a tous ça en soirée. Tu raconter une histoire et là tu fais même les blagues, les gens font. Mais c'est pas marrant. Il y a d'autres qui te font rire. Ouais, exactement. Donc c'est dur. Il y a des mécaniques de raconter une histoire et comment on fait. Et ça s'apprend. Ça s'apprend parce qu'il y a une vraie méthode pour, encore une fois, que l'histoire, par exemple, soit au service d'un message, d'une leçon. Est-ce que tu peux nous donner quelques petites clairs? Bien sûr, tu ne peux pas raconter bien sûr, mais... ton livre et les gens qui sont vraiment intéressés. Donc l'homme est un conteur d'histoire. Donc typiquement, quelles seraient les clés d'une bonne histoire à raconter? Premièrement, il faut qu'il y ait une situation initiale. On se situe dans un endroit. Par exemple par exemple, on est... je
sais pas moi, il est 6h42 à la gare du Nord, à Paris, un vendredi matin. Il fait frais, mais tout va bien, je dois prendre le train pour me rendre à Londres, jusqu'ici, je me sens bien, c'est ma journée de travail classique. Voilà, exactement. C'est concret, il y a déjà un personnage qui est identifié et on est dans un endroit. Toute histoire commence comme ça. Hein. Il y a tout film, exactement. Il est grand avec voilà, exactement. Et là, on peut donner des descriptions, on peut commencer à s'attacher au personnage, on peut le visualiser, on l'imagine en situation. Donc tout d'abord, il faut un peu créer le contexte, l'environnement dans lequel on est, où on se situe. Si vous commencez en plein milieu, on va se dire mais attends, ouais exactement, vous allez arrêter la personne en lui disant attends je comprends pas, pourquoi t'es là à ce moment-là, enfin qu'est-ce que tu fais, voilà. Ça, ouais. Vous voyez, c'est souvent les gens vous disent ça et ça veut dire que en fait le début est pas clair en fait. Donc vraiment clarté au début, il y a une situation, un personnage identifié, on se trouve quelque part. Se pouvoir visualiser, se projeter dans l'histoire. Facilement, tout de suite. Et puis cette situation initiale, elle va être d'un coup percutée par quelque chose qui là n'est pas ordinaire, n'est pas quotidien. Et ça va renverser totalement et ça va faire basculer le personnage dans quelque chose qui n'était pas prévu. Donc il y a quelque chose d'inattendu, surprenant qui arrive. Exactement. C'est ça qui crée l'intérêt. Parce que si c'est classique, il se passe rien. Enfin. Il y en a qui racontent ça. Non mais exactement. C'est quand il y a exactement. Il y a quelque chose qui nous accroche. On s'en fout. Donc il faut que quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe et comment ça va se finir. Exactement. Donc un train déraille, quelqu'un me rentre dedans, quelqu'un se met à courir avec un sac à la main poursuivi par la police. Donc là le cerveau. Bref, exactement. Donc il se passe un truc. Et là on a envie de savoir. Tout à coup, on se dit mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, il y a un danger, etc. Donc en tout cas, il y a toujours une rupture qui crée ce problème et qui finalement en réalité va lancer le personnage dans une aventure. Voilà, parce que maintenant, c'est le début d'une aventure. Voilà, c'est le début de quelque chose. Parce que le personnage, du coup, il va devoir peut-être trouver ce qui s'est passé, il va se mettre à courir après le voleur pour essayer de le rattraper, il se rend compte de telles choses et en fait, il a déjà basculé dans l'histoire. Et on a envie de savoir maintenant. C'est ça. Et là, il va y avoir toute une partie de ce qu'on appelle les péripéties. C'est-à-dire que finalement, il va y avoir un obstacle, il va falloir franchir l'obstacle. Pour franchir l'obstacle, il faut aller rencontrer un ami, ou alors il faut prévenir la police. Et puis du coup, il va falloir se mettre à courir, mais on est fatigué parce qu'on n'a pas couru depuis 2. Et voilà. Et on a des étapes successives qui nous font cheminer vers finalement une résolution, ce qu'on appelle la résolution. Donc là, par exemple, dans notre exemple tout basique, on va réussir à rattraper, ou pas, mais on va peut-être réussir à rattraper le voleur qu'on a vu détaler juste avant, et on va réussir à rattraper, on va lui mettre une correction, ou on va réussir à récupérer le 5, ou je sais pas. Mais en tout cas, le point important, c'est qu'il y a une fin très clairement identifiée. C'est-à-dire que après avoir vécu beaucoup d'obstacles, de péripéties, pensez à Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, etc. Plein des problèmes, plein de problèmes, voilà, exactement. Ouais. Mais à la fin, en revanche, on sait où on atterrit. C'est-à-dire que il y a une conclusion très claire et il y a une résolution du problème qui est posée en amont. Et donc en public speaking, ça sort en quoi? C'est une phrase? Ouais, c'est ça. Ouais, il y a une espèce de phrase choc ou en tout cas il y a vraiment un message clé à la fin qui doit arriver. Ou boum. Et pensez à Barack Obama, c'est Yes We Can. C'est-à-dire qu'il raconte plein de choses sur lui, sur le Parti démocrate, la vision qu'il avait, mais à la fin, ce qu'il faut retenir, la phrase choc, c'est Yes We Can. Donc en fait, à chaque fois, il fait des histoires différentes pour renforcer son message. Exactement, mais pour yes, et il sait qu'il doit terminer par ça en fait, parce qu'il sait qu'il faut que ça soit hyper puissant et qu'il y ait une seule chose à retenir, qui est la fin de l'histoire en fait, en réalité. Et justement, l'histoire, elle est au service de quelque chose de fondamental, c'est-à-dire un vrai message. Une bonne histoire, c'est que c'est vraiment, ça nous plaît, donc ça nous a divertis, on était content de l'écouter, mais on a aussi appris quelque chose. Ok, donc il faut le divertir. Voilà, et en même temps, mais en fait, voilà, c'est le divertissement, mais qui accroche. Voilà, ouais, mais au service du message, au service du message. Parce que si c'est juste plaire, bon c'est bien, mais finalement, on va l'écouter une fois, puis après on dira non mais lui il raconte des histoires, mais on n'apprend rien. Donc, puis on voit parfois des films comme ça qui sont rigolos. Exactement. Mais tu dis mais c'était nul. Voilà. Ça m'a diverti, mais voilà, il n'y a pas de message. Disney sont forts pour ça. T'as une histoire, mais d'un coup il y a une morale. Voilà, il y a une morale. Comme dans une fable, comme dans un conte, comme dans un bon film, à la fin on apprend quelque chose. Et puis toi, pour reboucler sur ce qu'on disait au tout début, si on apprend juste des choses, type Wikipédia ou une encyclopédie, c'est très bien, sauf qu'en fait personne lit 3 heures de l'encyclopédie, parce que là, c'est le défaut inverse, c'est que ça nous plaît pas du tout, donc on décroche. Donc en gros, tu es en train de dire,
Alors, je veux renforcer ce message que la manière d'apprendre l'histoire en France, c'est pas une bonne idée quoi, à l'école, parce qu'on arrive, on dit quelle est la date de mort de Louis XIV, mais puisqu'il n'y a aucun lien émotionnel, on ne retient pas. Ouais, exactement. Alors, si on racontait des histoires de Louis XIV, bien sûr, comme bien ça, sûr, bien sûr. Là, on pourrait s'attacher au personnage, exactement, exactement. On pourrait retenir mieux aussi. Et on sait que les histoires sont un puissant moteur d'apprentissage. Et malgré qu'on le sache, dans bien des cas, effectivement, on veut simplement plaquer une connaissance rationnelle de manière verticale en disant apprenez la liste des dates. Mais ça, c'est très difficile en réalité. Et la vérité, c'est que 6 mois plus tard, après le bac, après le brevet ou après tout le monde a oublié la moitié. 84. La moitié, j'étais gentil. Mais alors que une histoire d'un professeur, vous avez tous, voilà, on a tous eu un professeur à un moment donné qui était génial parce qu'il racontait des histoires. Et on les retient. Et on s'en souvient. Et c'est lui dont on se souvient. Et c'est ça. Et ça, parce qu'on sait que ça permet d'apprendre plus rapidement et plus efficacement. On sait que ça grave les mémoires de manière plus durable et plus fortement. Et puis, on sait que ça permet aussi, les histoires, c'est un bon moyen, on n'a pas encore évoqué ça, mais de décrypter finalement la complexité du monde. Parfois, effectivement, un problème qu'on a dans son entreprise, ou que toi, tu interviens sur les problèmes qu'on peut avoir dans son business, dans ses finances personnelles, avec son conjoint. C'est des problèmes complexes. C'est-à-dire qu'il y a soi, il y a ses émotions, il y a les émotions de l'autre, il y a un contexte particulier, je me suis ami... voilà, plein de choses. Finalement aussi, les histoires, c'est un bon filtre. C'est-à-dire que si on arrive à raconter la chose et c'est d'avoir une bonne histoire de la manière dont on la raconte, finalement on va simplifier tout ça pour arriver à l'essentiel. Et finalement on va se réaligner. C'est-à-dire on va se dire, voilà, en fait ça c'est mon histoire. Et on va pouvoir la partager comme ça, au lieu d'avoir tous les éléments qui un peu parfois sont chaotiques, etc. Et moi, ce que je dis dans mon livre, et c'est fascinant, c'est ce que dit notamment plein de psychologues, de psychanalystes ou même de coachs experts comme toi, c'est à quel point quand on arrive à raconter son histoire, c'est ce que tu fais dans les séminaires, hein, tu dis aux gens de raconter leurs histoires, de s'impliquer, et tu te rends compte en fait de est-ce qu'ils sont à l'aise avec ce qu'ils racontent. Est-ce qu'ils... Et en fait tu t'en rends compte toi parce que tu sais, et c'est parce qu'en fait si on est à l'aise avec ça, on se dit c'est bon en fait le mec il est aligné, il a confiance, etc. En revanche si l'histoire est pas claire, si on sent qu'il hésite, s'il revient en arrière, en fait tu sais qu'il y a un problème. Parce que l'histoire est difficile à raconter, donc c'est ça aussi. Oui, on le voit même dans le corps. On le voit, et ça se bien sûr, et ça se retranscrit comme on l'évoquait sur tout en fait. Par exemple, quand je racontais au début la mort de mon père, parce que je parlais de mon père quand j'avais 14 ans, j'avais la gorge qui se serrait, c'était pas réglé. Exactement. En réglant ça aussi, ceci en racontant que j'ai pu me libérer. Exactement. Et la meilleure preuve, c'est que quand il nous arrive un vrai problème, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de prendre son téléphone, soit d'envoyer un SMS ou d'appeler et raconter. Parce qu'en fait, c'est libératoire, ça libère en fait. Raconter une histoire, ça permet d'aller mieux. En fait, raconter des histoires, c'est une vraie zone de confort en fait, de bien-être. On se sent bien quand on raconte des histoires. C'est pour ça qu'on regarde des films aussi, c'est pour ça qu'on lit des romans. C'est que on se regarde 2 fois le même film. Mais ouais, parce que ça nous fait du bien quoi. Ça nous fait du bien. Et donc, c'est intéressant parce que même, il suffit de voir comment le cerveau marche. Quand on dort. En fait, c'est des histoires qui sont utilitaires. Un crocodile qui peut s'envoler, on peut bien sûr. Mais donc le cerveau retient par l'histoire. Donc, au lieu de raconter juste de manière analytique, il faut mieux aller en histoire. Excellent. Écoute, donc, recommandé. Donc, L'Homme est un conteur d'histoire. Vous pouvez le retrouver aux éditions Marabout. Dernier conseil, ou qu'est-ce qui ferait que... Allez, un petit conseil pour les gens qui se disent, ok, je veux mettre aux histoires, qu'est-ce que je dois faire, par quoi je commence? Par quoi commencer? Moi, franchement, je conseille toujours d'abord essayer de penser, qu'est-ce que j'ai envie de dire, c'est quoi que j'ai envie de partager. Parce que si on essaye de se lancer sans avoir réfléchi à finalement pourquoi j'ai envie de prendre la parole, pourquoi j'ai envie de m'exprimer, pourquoi j'ai envie de m'engager, pourquoi j'ai envie de devenir une meilleure version de moi-même, évoluer. Si on ne fait pas ce travail-là, en fait, il n'y a jamais rien de très profond qui va sortir ou qui va nous aider. Vraiment, c'est ça. C'est ça. Vraiment, finalement, là, dans la situation dans laquelle je suis, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de ma vie, finalement, qu'est-ce que j'ai envie de dire aux autres, qu'est-ce que j'ai envie de partager, et puis essayer de trouver ça. Et la plupart du temps, il sera beaucoup plus facile derrière de mobiliser finalement pas mal d'histoires, pas mal de choses qui vont venir naturellement. Mais c'est ça qui est important. Donc les histoires sont vraiment au service du message. C'est ça qui est important. Donc c'est vraiment moi une bonne histoire qui aura de l'impact, qui va résonner chez les gens. C'est une histoire qui aura des tripes quoi. Donc le premier travail, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'on a envie de dire. Et c'est le premier travail qu'il faut faire. Exactement. Et du coup, ça va avec effectivement s'ouvrir. Et c'est pas comme tu le disais sur la mort de ton père et sur plein d'épisodes qui peuvent nous arriver qui sont difficiles dans nos vies, ça implique forcément de se dépouiller un peu, d'ouvrir l'armure, pour toucher du doigt finalement qu'est-ce qu'on a envie
toi ça a été le déclencheur de aider les gens, m'impliquer pour redonner ça, c'est ça en fait. Tu as touché du doigt ça et puis à partir de ce moment-là, ton histoire est partie quoi. Tellement puissant. Merci Adrien. Merci Max. Merci beaucoup. Merci. Ok, donc laissez votre commentaire ci-dessous. Et si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos. Aussi, j'ai préparé pour vous une playlist totalement gratuite. Allez la voir dès maintenant. Comme ça, vous pourrez voir d'autres vidéos qui vous permettront de vous aider sur votre chemin pour créer plus de réussite, plus de bonheur dans votre vie. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et allez voir cette playlist. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.